Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette autre édition d'Information africaine, Info Afrique. C'est bien sûr sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Commençons tout de suite du côté du Congo-Brazzaville. Le plan stratégique du développement du tourisme et de l'environnement va être bientôt opérationnel. En effet, il a été au centre d'une séance de travail entre le ministre du Tourisme et de l'Environnement et le représentant du programme des Nations Unies pour le développement à Brazzaville. Le plan de développement du tourisme et de l'environnement élaboré par le gouvernement nécessite l'appui multiforme des partenaires du Congo. C'est l'objet de cette séance de travail avec le représentant résident du PNUD au Congo. Une occasion pour le ministre du Tourisme et de l'Environnement, Josué Rodrigue Ngonimba, de présenter à son interlocuteur onusien les grandes lignes du plan stratégique de développement de ce secteur. Nous avons procédé avec nos partenaires du PNUD par la signature d'un plan de travail annuel, un PTA, qui aujourd'hui est effectif, parce que le gouvernement de la République a mis à la disposition du PNUD, qui est une institution qui a un grand réseau d'experts, qui peut nous aider à mettre en chantier la politique du tourisme au Congo, ce que nous n'avions pas jusqu'à ce jour. Nous avons le fleuve Congo, nous avons des sites, nous avons la forêt. Comment nous devons aborder le tourisme dans ces conditions? Le représentant résident du PNUD, intéressé par ce plan, entend contribuer par la mise à la disposition du Congo l'expertise et les fonds nécessaires de son organisme afin de traduire dans les faits cet ambitieux programme. Les études préalables qui doivent nous permettre d'identifier ou de cerner tout le potentiel, de pouvoir le valoriser en termes de projets avec des composantes bien précises, notamment celles qui seront liées au renforcement des capacités, aussi bien des institutions que des hommes, et avec des mécanismes de financement, je dirais, novateurs, qui intègrent la dimension de la durabilité des investissements qui sont mis en place dans le secteur touristique. Ce plan, qui répond à la volonté du gouvernement de diversifier l'économie congolaise, vise surtout à rentabiliser ce secteur d'avenir. Le document sur la stratégie pays du programme alimentaire mondial au Congo-Brazzaville a été validé pour la période 2015-2018. Document qui porte sur l'accès à une alimentation adéquate aux services sociaux de base et à la gestion des risques et catastrophes. Document validé à l'issue d'un atelier qui a vu la participation massive des membres du gouvernement. Se résume en termes des priorités du Congo que va gérer le PAM dans la période allant de 2015 à 2018. Parmi les priorités retenues, on peut citer l'accès aux services sociaux de base à travers le programme des cantines scolaires et le filet de sécurité pour le soutien des ménages à faible revenu. Et ce document commence avec beaucoup d'analyses de la situation de la sécurité alimentaire d'un pays, et qui aboutit à une élaboration d'une stratégie. Dans ce cas ici, on avait proposé 2 piliers. On voudrait appuyer le gouvernement, accompagner le gouvernement à faire face dans le domaine de sécurité sociale de base. Deuxième pilier, c'est pour aider à préparer les urgences des catastrophes. C'est ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est le 2 piliers qui a été validé. Tout le monde dans la salle a marqué son accord. Clôturant les travaux de cet atelier, le directeur de cabinet du ministre délégué chargé du plan et de l'intégration a rassuré le PAM du soutien du ministère du plan pour la mise en œuvre du document validé. Au regard des objectifs fixés, des résultats attendus et des résultats auxquels vous êtes parvenus, je me réjouis de ce que le président atelier a comblé les attentes des uns et des autres, tel évoqué dans le communiqué final de l'atelier qui vient d'être rendu public. Il nous revient tous, ensemble, de rendre effectifs les principales conclusions et recommandations adoptées. Reste donc l'élaboration du document final par les acteurs concernés qui sera soumis à l'approbation du conseil d'administration du programme alimentaire mondial.
Les relations entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud s'intensifient de plus en plus. Jacob Zuma, le président sud-africain, au terme d'une visite de 48 heures à Kinshasa, vient donc de regagner son pays. Fin de la visite d'État du président de la République d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, en RDC, mercredi 30 octobre 2013. Arrivé à Kinshasa la veille, l'hôte de marque a mis à profit son séjour de 48 heures pour des contacts au sommet avec son homologue Joseph Kabila Kabange en vue de renforcer la coopération bilatérale entre leurs deux pays respectifs. Et mercredi, il a été accompagné à l'aéroport international de Njili par le ministre Matata Ponyo, le ministre des Affaires étrangères Remo Tshibanda et quelques officiels. Et sur le tarmac, le président sud-africain Jacob Zuma a salué la brochette de personnalités présentes qui ont fait le déplacement de l'aéroport. Et à 12h25, heure locale, il a quitté Kinshasa à bord de l'avion présidentiel pour l'Afrique du Sud. C'est une nouvelle ère des coopérations agissantes aux belles perspectives qui s'ouvrent davantage sur les deux pays de la SADC. Également un pas de plus dans le renforcement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Togo. La Côte d'Ivoire qui vient d'installer officiellement son représentant sur le territoire togolais. Ce dernier a pour mission de protéger les intérêts de son pays au Togo. La communauté ivoirienne au Togo peut se réjouir. Elle a son représentant officiel. Bardaoul Khalil Elias, c'est lui que la Côte d'Ivoire a délégué pour affirmer sa présence sur le territoire togolais en qualité de consul. Une marque de confiance basée sur un critère primordial, une bonne moralité. Qualité qui a pesé lourd dans la balance pour l'heureux élu qui va devoir s'atteler à sa grande mission, celle de défendre et de protéger les intérêts de la Côte d'Ivoire au Togo. Je m'engage solennellement à représenter dignement la Côte d'Ivoire tout en protégeant les ressortissants et intérêts ivoiriens au Togo. J'espère être un trait d'union entre les Ivoiriens au Togo. Par ailleurs, au cours de ma mission, mes actions porteront à renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et le Togo. J'ai pu constater à ce jour l'excellence des relations qu'entretiennent les deux pays et je voudrais pouvoir jouer ma partition dans la consolidation des rapports avec les autorités togolaises. Par cette installation, la Côte d'Ivoire est désormais plus proche de ses compatriotes et sera plus à même de répondre à leurs diverses préoccupations, ce qui n'était pas le cas. Nous installons officiellement le consul ici qui va aider, comme je l'ai dit, l'ambassadeur à accomplir la mission qui lui a été confiée puisqu'il réside à Accra. Il va être la courroie de transmission d'une part entre nous et les ressortissants ivoiriens qui sont ici, d'autre part entre nous et les autorités togolaises. Quand des ressortissants ont des difficultés, l'ambassadeur il est à Accra, il faut attendre de l'appeler qu'il vienne pour... maintenant ils auront une présence au quotidien, une présence de proximité. Une fois installé officiellement, le nouveau diplomate en compagnie des convives a procédé à la visite des locaux qui vont abriter le consulat et son personnel. Atelier de formation et de sensibilisation sur les pesticides à Lomé, c'est au Togo. Atelier organisé par Green Action et l'ATC, Association togolaise des consommateurs, à l'endroit des syndicats, associations et distributeurs d'intrants agricoles. Une rencontre ayant pour thème impact de la consommation des résidus des pesticides dans les produits agricoles au Togo. L'objectif étant de sensibiliser les participants sur les conséquences de l'utilisation abusive des pesticides. Avec plus d'1 million d'empoisonnements aux pesticides et près de 220 000 morts par an dans le monde, les pesticides restent un véritable problème de santé publique que beaucoup ignorent. Les acteurs du domaine de l'agriculture, de la consommation et distribution d'intrants se sont réunis afin d'interpeller la population sur les conséquences de l'utilisation abusive des pesticides. Nous avons constaté que les pesticides sont utilisés de tort et à travers des pesticides homologués et non homologués. Et ça entraîne beaucoup de conséquences. Nous organisons cet atelier et surtout pour sensibiliser par vous la masse, la population du Togo
au niveau de la consommation de ces produits agricoles. Les pesticides sont utilisés dans l'agriculture pour protéger les cultures. Malheureusement, on les retrouve également dans nos assiettes à cause du mauvais usage qui en est fait. Les fruits et légumes que nous consommons en gardent quelques quantités. L'impact sur la santé des résidus de pesticides dans les produits agricoles est un véritable danger. Il faut sensibiliser les producteurs et agriculteurs sur les pesticides autorisés par l'État et donc acceptables pour la santé, les pesticides homologués. C'est pour sensibiliser la population, compte tenu de la toxicité, de la dangerosité de ces produits, lorsqu'on ne respecte pas certaines normes, certaines mesures. Les pesticides homologués, c'est les pesticides que l'État a autorisé la vente sur le marché, la commercialisation. Et ces pesticides, ça se fait quoi? C'est homologué par un comité d'experts. Et on connaît les effets de ces produits qu'on peut chaque fois limiter en respectant certaines doses, certaines normes. Tous les pesticides sont dangereux. Il est donc recommandé l'utilisation des pesticides naturels et non polluants, notamment les pesticides biologiques, les pesticides sans engrais. À défaut de ces pesticides autorisés par l'État togolais, utilisez les pesticides avec modération afin de garantir une consommation saine et durable à tous. Un comité africain de coordination de solidarité avec la société civile du continent avec le Sahara occidental est donc créé à Abuja. Une nouveauté à l'issue des travaux de la conférence africaine qui se déroule depuis 2 jours maintenant. Un noyau de 6 pays constitue ce comité africain de coordination de la solidarité de la société civile du continent africain avec le Sahara occidental, un task force formé à l'issue des travaux de cette conférence d'Abuja. Il s'agit de l'Algérie, du Bénin, du Cameroun, du Kenya et enfin du Nigeria. La déclaration finale d'Abuja a annoncé l'institution d'un secrétariat du comité africain de solidarité avec le peuple du Sahara occidental, secrétariat qui siégera au Nigeria, qui en assurera la présidence jusqu'à la prochaine édition de cette conférence qui aura lieu en 2014 au Bénin. Ce dernier pays, membre représentant l'Afrique de l'Ouest au Task Force, responsable de la coordination des activités du mouvement africain de solidarité avec l'indépendance du Sahara occidental, précise encore la déclaration finale de la conférence. Parmi les objectifs de ce Task Force, notamment la promotion de la cause des Sahraouis pour l'indépendance en collaborant avec tous les mouvements de solidarité en Europe, en Amérique, Nord et Sud et en Australie. Le comité tiendra sa première réunion en marge des travaux de la 4e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, cas du Sahara occidental, prévue à Alger les 14 et 15 décembre prochains, annoncé à la tribune de la conférence Mahrez Lamari, président du comité national algérien de soutien au peuple sahraoui. La déclaration d'Abuja a d'autre part lancé un appel pressant à l'Union africaine pour imposer des sanctions économiques, militaires et diplomatiques contre le Maroc, à l'exemple de celles prises contre le système d'apartheid en Afrique du Sud, tout comme les participants à cette rencontre d'Abuja ont demandé en urgence au Conseil de sécurité de l'ONU d'élargir le mandat de la MINURSO pour la surveillance et la protection des droits de l'homme au Sahara occidental, occupé par le Maroc, mais aussi d'assurer l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, tel que prévu dans les différentes résolutions des Nations Unies. Ils ont également condamné la position de la France dans la question sahraoui, affirmant que ce pays fait obstruction à la résolution pacifique de la décolonisation du Sahara occidental, tout comme ils ont fermement condamné, disent-ils, la répression systématique et les violations des droits de l'homme et les crimes humanitaires commis par les autorités d'occupation marocaines contre le peuple sahraoui. Le diplomate allemand accrédité en Guinée équatoriale était l'hôte du chef de la diplomatie équato-guinéenne. Menu des discussions, le futur sommet du 4 au 7 novembre prochain à New York, c'est aux États-Unis, sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Agapi Tombamokui, a reçu en audience le diplomate allemand accrédité dans notre pays, accompagné du chargé des affaires de l'ambassade du Brésil. Au cours de cette rencontre, il s'agissait pour l'ambassadeur allemand Michael Klebs de venir solliciter l'appui de la Guinée équatoriale au débat des pays du G4, constitué notamment de l'Inde, du Japon, de l'Allemagne et du Brésil, qui sera célébré le 7 novembre prochain à New York. Un débat dont le thème principal sera basé sur le processus de la réforme du Conseil de sécurité, qui prévoit également un siège permanent pour le continent africain.
Le nouveau secrétaire général du PGDE a reçu conjointement en audience l'ambassadeur du Cuba et de la France venus adresser leur motion de félicitations à leurs interlocuteurs, mais également de repasser les liens de coopération entre La Havane, Paris et Malabo. De José Ramón Balaguer Cabrera, membre directif du secrétariat du comité central du Parti communiste du Cuba, pour sa nouvelle nomination comme secrétaire général du parti au pouvoir. La rencontre tenue en présence de la première secrétaire générale adjointe chargée des affaires politiques et administratives, Marie-Léonore Boulaye Pambiribé, et le deuxième chargé des affaires économiques et financières, Marcelino Nguemongene. Les deux personnalités ont évoqué les questions relatives à la prochaine visite officielle d'une délégation du Parti démocratique de Guinée équatoriale au Cuba prévue l'année prochaine. Un séjour qui sera assorti de la signature d'un protocole d'accord de coopération multisectorielle entre le Parti communiste cubain et le Parti démocratique de Guinée équatoriale pour écrire en lettres d'or cette historique et traditionnelle coopération entre La Havane et Malabo. Pedro Félix Doña Santana n'est pas resté indifférent à la solidarité des 180 pays du monde, dont la Guinée équatoriale, dans la levée de l'embargo des Nations Unies qui pesait sur le Cuba durant plus d'un demi-siècle. Même son de cloche dans la deuxième audience taxée de courtoisie avec l'ambassadeur de France accrédité à Malabo, François Barato. Oui, j'avais demandé à rencontrer le nouveau secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale pour lui présenter mes félicitations et lui rendre visite dans son nouveau siège. Ce genre de visite de courtoisie se fonde sur un échange d'informations et dans le cadre de mes relations normales avec tous les acteurs politiques d'un pays, comme le Parti démocratique de Guinée équatoriale. Nous avons échangé avec le secrétaire général qui m'a reçu entouré de ses adjoints sur notamment le fonctionnement du parti à ma demande pour avoir des éclaircissements sur la façon dont fonctionne le PDG. Je voulais souhaiter bonne chance dans sa mission au nouveau secrétaire général et prendre ce premier contact pour ensuite pouvoir échanger normalement dans le cadre de mes fonctions sur ses préoccupations et les miennes en tant qu'ambassadeur de France en Guinée équatoriale. Toujours en Guinée équatoriale, la révision des différents aspects de la loi inhérente aux prérogatives et immunités des sénateurs et la désignation des porte-paroles des 3 groupes parlementaires de la Chambre haute étaient au cœur des débats au Sénat, tandis qu'à la Chambre basse, la Commission parlementaire des litiges continue ses délibérations sur certains recours qui opposent les employés et leurs employeurs. Les travaux sur la révision du rapport du projet du règlement interne du Sénat ont repris les commandes hier et ce jusqu'aujourd'hui à la plénière de la Chambre haute. En marge de ces travaux, la plénière sénatoriale s'est également apaisantie hier sur d'autres éminents aspects innovateurs de cette inédite institution législative issue de la récente réforme constitutionnelle, notamment la révision et le réajustement par chapitre des articles relatifs à l'immunité et aux prérogatives sénatoriales. Leur côté pile et face avant de déboucher avec brio et abnégation sur la composition des différents groupes parlementaires et de leurs porte-parole, à savoir Agustin Zemfumu du groupe PDGE et son adjoint Miguel Oyonondomifumu, tandis que pour le groupe mixte, c'est Santiago Obamundong le porte-parole et celui de la coalition, c'est Francisco Mabalenzen et comme adjoint Santiago Ntutumu. À l'hémicycle de Malabo, par contre, la commission parlementaire des litiges, réclamations et pétitions se heurte à certains écueils d'ordre institutionnel pour délibérer certains recours qui, préalablement, avaient été à la Cour suprême de justice, mais refont surface à l'hémicycle. Situation somme toute ambiguë qui a abouti à une collaboration entre le législatif et le judiciaire pour un consensus définitif. C'est le cas notamment des 4 recours de pétition que l'hémicycle de Malabo a révisé hier. D'abord, celui qui oppose depuis 2008 Perfecto Simas Mabindang à l'entreprise Key5 pour licenciement injustifié. Malgré la sentence en faveur de Perfecto Sima, qui doit a priori percevoir plus de 11 millions de francs CFA d'indemnisation, sentence judiciaire qui, jusqu'à présent,
est lettre morte, malgré le bras de fer qui persiste toujours entre la justice et la société qui sollicite encore d'autres commissions. Pour la réclamation de l'indemnisation qui oppose Moses Ndongere à la société Segibat, la plénière constituera une commission pour voir ce recours. Bienvenue Dongema Toutoumou, presque lui, quant à lui, réclame à la société Bouygues Bâtiment les dommages et indemnisations après avoir été percuté par un véhicule de la dite entreprise. Un recours qui jusqu'à présent n'a pas encore été délibéré au Parlement parce que dépendant encore des instances judiciaires. D'autre part, la collecte volontaire des fonds d'indemnisation et de solidarité à une mineure malade mentale victime d'une présumée violation continue de recevoir de nombreux parlementaires volontaires. L'Université nationale équato-guinéenne accueille depuis mercredi dernier un séminaire sur le renforcement de la langue française dans l'enseignement supérieur avec en ligne de mire la création d'un département de langue française dans cet établissement. Séminaire régional des départements de français de l'Afrique centrale, de l'Est et des Grands Lacs qui s'est ouvert au campus de l'Université nationale de Guinée équatoriale à Malabo a pour finalité de renforcer l'enseignement du français. Cette cérémonie académique présidée par le recteur Carlos Zezua, a regroupé hier diverses personnalités, à l'instar du ministre délégué, le secrétaire d'État chargé des universités, l'ambassadeur de France, François Barato, le chef des services de coopération et de l'action culturelle, les membres de l'agence universitaire de la francophonie, le directeur du bureau de l'Afrique centrale et des Grands Lacs et les directeurs universitaires. Laoun Khedi Zenzouaa a un nouveau défi à relever, la création d'un département de français pour renforcer l'apprentissage de la langue de Molière en Guinée équatoriale. L'Université nationale de Guinée équatoriale fait face à un nouveau défi. Il s'agit de l'établissement d'un département français pour renforcer l'apprentissage de la langue française en Guinée équatoriale. Pour y arriver, nous avons demandé la concours des SCAC. Celui-ci a commencé à travailler dans cette perspective. Un apport vers le web pour la matérialisation de ce projet d'international sera bien accueilli. Mesdames et messieurs, tout ceci pour l'importance de notre pays en général et notre université en particulier. Le ministre délégué de l'Éducation et de la Science, Jesus Ngwando, pour sa part, a parlé de la politique éducative du gouvernement de la Guinée équatoriale pour donner un meilleur effectif possible aux droits de l'éducation et à la liberté d'apprendre. Dans ce sens, Ngwando a émis d'espoir que l'issue de ce séminaire soit réelle, fructueuse aux étudiants actuels et aux futures élites de l'enseignement supérieur de la zone. Ce séminaire a abordé des thèmes divers, dont la pratique interdisciplinaire dans l'enseignement français de l'Afrique centrale, la didactique de la nouvelle, la poésie et le théâtre africain en langue française et bien d'autres. Terminons avec cette grande mobilisation contre le phénomène de la contrefaçon au Cameroun. Le ministère des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique organise depuis le 28 octobre dernier une semaine pour la lutte contre la contrefaçon. Au vu des chiffres, l'heure est désormais à une traque systématique dans le pays. Le Cameroun vient d'organiser toute une semaine de lutte contre la contrefaçon, un phénomène qui aujourd'hui a envahi pratiquement tout le tissu socio-économique du pays. Et à cette occasion, un stand pour les expositions des effets contrefaits a donc été organisé à Yaoundé. Premier stop au niveau des motos. Nous retrouvons des motos de contrefaçon, notamment pour notre moto AG100, la Yamaha AG100 que vous pouvez voir tout à côté. Elle est contrefaite non seulement visuellement, c'est-à-dire que les personnes, ils ne prennent même pas la peine de changer de couleur ou quoi, ils recopient tout, c'est-à-dire les couleurs Yamaha, ils recopient le nom et ils le déforment grossièrement. Vous pouvez voir, comme vous pouvez le constater derrière, vous avez la AGZI Yamaha, ça veut dire Yamaha avec un I avant le A. Vous avez la AG Zoyama AG100. Donc là, ils ont changé, ils ont enlevé
ils ont rajouté zo avant le yama et ils ont coupé. Bref, c'est de contrefaçon grossière, mais elles existent. Autre type de contrefaçon, nous sommes ici devant l'agroalimentaire et là aussi, entre les pâtes dentifrice, on peut facilement distinguer celles qui sont vraies de celles qui sont fausses. Tout à côté, que dire des piles alors? Celles qui sont utilisées dans nos appareils et qui chaque jour les abîment du fait que d'un côté on retrouve celles qui sont contrefaites et de l'autre celles qui sont fabriquées par une société bien connue de la place. Il est foncé mais plus clair comparément à ici. Et si vous regardez aussi en bordure, vous verrez ici il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'écriture. Par contre là nous avons la marque qui est saine. Et aussi à l'intérieur, vous remarquerez, là c'est gris, pourtant ici c'est blanc. Celui-ci est plus lourd contrairement à ceci. Les boissons ne sont pas en reste. Nous sommes ici dans un stand où sont exposés des whisky. Et là, la tenancière nous explique comment la contrefaçon est faite pour être écoulée, surtout dans les bois de nuit. Et là encore, on recommande la vigilance. Pour reconnaître une bonne bouteille dans l'authentique, il y a le premier critère qui se trouve au niveau du bouchon. Là, vous voyez, on a écrit là John Walkerson. C'est écrit en un mot. Et il n'y a pas de déphasage entre les lettres. Donc, voyez, parce que c'est ce qui a souvent rupture du bouchon. C'est écrit en un seul mot. Vous vous rassurez que cela soit ainsi. Et deuxièmement, il y a au niveau la quantité. Vous vous rassurez que la quantité soit entre le cou, donc entre la tête et le corps de Johnny Walkerson. Vous voyez. Et quand vous prenez le bon whisky, ça s'évapore généralement. Quand vous prenez le bon whisky, vous secouez là. Là, c'est en ébullition, c'est en train de mousser. Au fur et à mesure, à peine vous déposez, la mousse disparaît. Ça disparaît aussitôt. Et là, vous voyez les bulles là. Les bulles sont en train de se former. Elles veulent s'évaporer. Comme on peut donc le constater à travers ces quelques réactions, on note bien que la contrefaçon au Cameroun est pratiquement au quotidien de la vie des Camerounais. On la trouve partout, que ce soit dans le domaine pharmaceutique avec des médicaments contrefaits, que dans l'agroalimentaire où le consommateur est appelé à prendre toutes sortes de choses, parfois qui ne respectent aucune norme. Le gouvernement, à travers ce qui vient d'être organisé à Yaoundé, semble donc ainsi déterminé, en partenariat avec le secteur privé, à tordre le cou à cette véritable nébuleuse qui cause du tort aussi bien à l'État, mais surtout aux consommateurs qui, en achetant un produit contrefait, expose sa santé et détruit donc aussi l'environnement. On espère donc que les résolutions qui ont été prises vont servir à mettre un terme au phénomène, puisque la semaine de lutte contre la contrefaçon sera désormais organisée tous les 2 ans au Cameroun. Prière donc à toutes les entreprises de se mettre au combat, car la lutte contre la contrefaçon est une affaire de tous. Fin de cette édition d'Info Afrique. Merci de votre attention. Restez avec nous sur Afrique Média et bien sûr sur notre site web www.afriquemedia.tv.